Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière vidéo de l'année. Nous souhaitions terminer sur une note positive. Nous allons donc revenir sur, regardez le radome de ce 350, une histoire qui est quand même pas banale. Le 28 mai 2023, nous avons 3 anciens pilotes de chasse et un Belge aux commandes d'un des avions les plus chers de l'histoire de l'humanité, mais également des plus avancés technologiquement. J'ai nommé l'Airbus A350. Ils vont se retrouver à avoir ce radome qui s'enfonce et à devoir gérer une situation pour le moins inusuelle, celle d'un problème de qualité de l'information qui est prélevée par les fameuses sondes d'incidence dont tout le monde a entendu parler avec le crash Rio Paris. Et vous allez vous rendre compte que les leçons ont été apprises, que l'industrie s'est améliorée et que cet accident a été parfaitement géré par cet équipage dont 75% des pilotes sont des anciens chasseurs, d'où le petit hommage avec la veste armée de l'air. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps revenir sur ce qui a été à un moment le plus grand chantier de tous les temps, le terrain d'Osaka, qui est désormais géré par Vinci, Cocorico. Et ensuite, nous allons rentrer dans le dur du compte-rendu d'accident. Dans un premier temps, on va faire un déroulé de ce qui s'est passé de manière assez simple. Et dans un deuxième temps, en s'appuyant sur le compte-rendu du bureau enquête analyse, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail pour une vidéo qui se veut rafraîchissante. Jingle. Roger ball. Alors, on parlait d'Osaka, mais pour être précis, il s'agit du terrain de Kansai. Pourquoi Kansai? Eh bien parce que c'est tout simplement le nom de ce terrain, mais qui est dans la baie où vous avez Osaka, Kyoto et également Kobe. Vous avez peut-être eu de la viande pour les fêtes. À noter qu'à Osaka, cette année, il y a eu l'exposition universelle. C'était d'avril au 13 octobre dernier, et qui a donc ce vol qui fait Kansai Charles de Gaulle, et c'est tellement long qu'Air France met 4 membres d'équipage, un commandant de bord et 3 copilotes. Et oui, je vous rappelle que désormais, on ne peut plus passer par exemple par la Russie. Il faut donc faire la route longue. Ce terrain, en fait, est une île artificielle. C'est pour ça que je me suis mis du côté de l'eau, parce que c'est 1055 hectares, 100% artificiels, pour les 2 pistes, 3500 mètres et 4000 mètres. Alors, si vous entendez des hélicos, il y a là-bas un caracal, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là-haut, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'arrête pas de faire des virages, tout ça il doit être dans les 3000 pieds et il fait un bruit absolument monstrueux. Je n'ai rien contre les hélicoptères, il se fait des petits virages à forte inclinaison, c'est très sympa, mais j'espère que ça ne vous gêne pas d'un point de vue qualité de l'audio. Toujours est-il, à Kansai, ils ont des problèmes, ils ont des typhons, ils ont des séismes. Le typhon, c'est quoi? C'est le nom asiatique pour les cyclones. Et donc il faut s'attendre à ce que l'eau, l'eau, là c'est un lac, monte de 3 mètres. Pour ce faire, ils ont dû ramener énormément de matériaux et même certains terrains, parce qu'ils ont le plus grand aérogare du monde à l'époque, doivent être sur des sortes de vérins de manière à compenser, accrochez-vous bien, l'enfoncement dans l'argile. Parce que si on regarde un petit peu, par exemple le sol ici, c'est sableux, si vous mettez des bâtiments, si vous mettez des pistes, 7 km de pistes, ça va s'enfoncer au fur et à mesure. Et c'est le problème qu'ils ont, de l'ordre de 8 à 30 cm par an. Et la problématique, c'est que ce n'est pas le même enfoncement sur toute la piste, pas le même enfoncement sur tous les bâtiments. Vous l'aurez compris, on est sur le terrain et l'ouvrage d'art le plus cher de tous les temps à l'époque où il a été fabriqué. Par contre, ce qui est bien, c'est de penser dès le début à un bon cahier des charges, et c'est ce qu'ont fait les Japonais, puisqu'ils ont fait tout ça en 94, et accrochez-vous bien, et en 95, il y a eu un séisme avec un épicentre à seulement 20 km du terrain. Il n'a pas moufté, ça n'a pas bougé, et en 98, un typhon avec des vents de 200 km/h. Donc en 2001, ils ont eu un trophée, le Civil Engineering Monument of the Millennium, rien que ça. Et donc en 2004, ils ont fabriqué la deuxième piste en faisant une
deuxième île. Et en 2007, vous avez ce taxiway maintenant qui rejoint les deux terrains. Donc si vous y allez, c'est pas banal. Et je vous ai dit fin d'année cocorico, c'est Vinci Aéroport et Orix qui gèrent tout ça, une concession de 44 ans signée en 2016. Pour la petite histoire, en 2018, ils ont eu un autre typhon, il y a eu 8000 bloqués sur l'île, et en 2023, ils ont lancé des rénovations. Bon allez, on s'intéresse à notre 350 ? L'avion était en provenance initialement de Paris. Pendant le vol aller, ils ont eu des soucis au niveau du radar. Donc ce qu'il faut bien comprendre, sur un avion de chasse à l'avant, vous avez le radar, et ce radar, pour un avion de combat, est optimisé et est réfléchi afin de détecter des avions adverses. Sur un avion de ligne, vous avez un radar dit radar météo qui est sur une forme d'onde différente, une longueur d'onde différente et qui a pour objectif de voir ce qui se passe devant, surtout de nuit ou par mauvais temps, afin de vous amener à éviter les zones de forte turbulence, de très fortes précipitations pour éviter que ça ne secoue trop et que ça abîme l'avion. Si votre radar météo est en panne, dans certains critères, vous allez devoir annuler votre vol ou faire demi-tour. Par exemple, si chez Air France, vous avez plus encore 6 heures de vol et qu'il y a des orages prévus sur route. C'est le fruit d'un retour d'expérience, entre autres, d'une remontée depuis La Réunion avec un 747 qui a eu son radar en panne et il s'était retrouvé à traverser des orages qui avaient fait d'énormes turbulences et avaient amené des passagers à être blessés à l'époque. Ça remonte par des racks à bagages qui étaient tombés sur les gens. Donc on apprend de nos erreurs dans l'aérien et donc désormais, sans radar, vol long, plus des orages, eh bien on doit faire demi-tour et il nous faut le radar. Sur les avions de ligne, vous avez par exemple la MEL, la Minimum Equipment List, donc ce sont les systèmes à bord qui doivent fonctionner pour assurer le vol. On a la même philosophie dans l'aviation de combat. Notre équipage du jour, il décolle donc de Kansai, ils doivent aller à Charles de Gaulle, commandant de bord, 60 ans, plus de 14 000 heures de vol, dont plus de 5 004 en tant que commandant de bord. Jeune sur la machine, le 350 arrive chez Air France, 98 heures, ancien pilote de chasse. C'est spécifié par le BEA qui peut-être reconnaît leur formation. On a ensuite 10 PNC, des personnels navigants de cabine, je vous rappelle qu'ils sont là pour votre sécurité, qui doivent vous permettre d'évacuer l'avion en 90 secondes avec seulement la moitié des sorties de secours disponibles et 309 passagers, quelque chose d'assez classique. Ils vont partir, monter, avoir un souci au niveau du weather radar, donc du radar météo, ce qui va amener au niveau 300 à faire demi-tour. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un fort bruit aérodynamique, que le radome va être détérioré et qu'ensuite derrière ils vont avoir des soucis plus ou moins graves et plus ils vont descendre, plus ça va être gênant au niveau de la data, au niveau des sondes d'incidence, donc les informations de vitesse. L'équipage va bien appliquer le retour d'expérience du Rio-Paris, va néanmoins trouver certains petits points de manquement au niveau des procédures d'Airbus, notamment du fait qu'ils vont devoir revenir lourd, faire un atterrissage lourd au-delà des ABAC de calcul, ABAC qui seront mis à jour derrière par Airbus, pour prendre en compte justement le cas où cela arrive après décollage et que vous êtes trop lourd lors du posé. Et ils vont revenir se poser au Japon en toute sécurité. Et je pense qu'ils ont été assez choqués quand ils ont vu l'état de leur nez. Pour rappel, Air France a été fondée en 1933. Vous avez près de 270 aéronefs, plus de 180 destinations, un gros renouvellement de la flotte actuellement. Également l'arrivée du Wi-Fi gratuit dans les avions. Vous avez 4333 pilotes d'après les chiffres de 2024, 13 643 PNC dans l'entreprise et 26 651 personnels sol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes au sol qu'il faut pour faire voler un avion. Comme vous le savez, Ben Spies est maintenant le chef d'Air France KLM. C'est un ancien de chez Air Canada. Moi, je l'ai connu chez Air Canada. Et vous avez Anne Rigaille qui gère très bien Air France, qui est 8e chez Skytrax et qui est la meilleure compagnie d'Europe de l'Ouest. Pour la petite histoire, c'est pas très connu, mais les Chinois de China Eastern ont un pourcentage du capital d'Air France. Notre vol initialement se fait avec le commandant de bord qui est PF, donc qui est aux commandes, qui va gérer la trajectoire, et l'OPLA qui est Pilot Monitoring qui va venir l'assister. Quelques minutes après le décollage, passant 11 600 pieds, en montée vers le niveau 290, ils vont avoir le Surveillance Weather 2 Fault qui apparaît à l'ECAM, ce qui veut donc dire qu'il y a un souci au niveau de la surveillance bien du système radar. Il y a plusieurs systèmes. Ils vont ensuite avoir des problèmes de manière intermittente et ils vont essayer, comme on dit, de troubleshooter, de résoudre le problème en testant de mettre le radar sur off, sur manuel, sur auto, voir si cela a un impact. Mais ils vont avoir de nombreuses fois Weather 1 ou 2 fault qui va ne faire qu'apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Ils s'attendent donc à avoir
Peu de temps après, surveillance totale loss of weather, donc en gros votre radar ne sera plus utilisable, ce qui va leur poser un souci. Donc ils décident de contacter les opérations d'Air France via ACAR, c'est en gros un système d'SMS, et ils le font à 2h30 du matin après avoir essayé de résoudre la panne pendant une dizaine de minutes. Dans l'armée, le premier devoir du militaire, c'est rendre compte. Et dans l'aviation de ligne, c'est assez similaire. Aujourd'hui, il fait beau, ils se font plaisir. Les hélicos, désolé pour le son. Chaque grande compagnie aérienne a des opérations qui vont préparer les vols, déposer les plans de vol, affiner les calculs pour les pilotes, leur pré-mâcher le travail si vous le souhaitez. C'est très confort de voler en compagnie aérienne comparé à voler dans l'armée ou voler dans l'aviation d'affaires. Et ils vont surtout vous aider à surveiller les vols, à prendre des bonnes décisions, que ce soit des décisions techniques ou des décisions commerciales. Et maintenant, grâce au système de communication, vous pouvez en temps réel demander de l'aide à la décision à vos opérations au sol afin de prendre les décisions les plus alignées possibles avec les 3 grandes priorités d'un pilote de ligne. 1, votre sécurité. 2, le respect du timing, qui aura des grandes conséquences commerciales. Et en 3, la satisfaction des clients. Finalement, après plus de 30 minutes, à 2h51, alors qu'ils sont au niveau 350, ils ont surveillance weather 1+2 fault. Donc là, c'est une perte totale du radar comme ils l'anticipaient. Et si vous suivez la chaîne, vous savez ce que l'on fait en cas de problème. Le T4DEC. Quelle est la temporalité, quels sont les faits, quelles sont nos options, quels sont les risques associés. On décide d'arriver à la temporalité, on exécute, on contrôle. Après avoir rendu compte aux opérations d'Air France, il y a plus de 6 heures de vol restantes, il y a des QNAM sur le terrain, on fait donc demi-tour. À ce moment-là, il faut un changement au niveau de l'équipage. Le commandant de bord passe pilot monitoring de manière à gérer la radio et prendre les bonnes décisions avec les opérations. Notre commandant de bord décide donc de déléguer la gestion à court terme de la mission, du vol, à son copilote, afin de se focaliser sur la gestion moyen et long terme, à savoir prendre les bonnes décisions avec les opérations et expliquer aux contrôles aériens qu'ils vont devoir revenir. Roger. Hein? Roger, à vous. Quoi? Là, la charge de travail explose dans le cockpit parce qu'il va falloir commencer à préparer l'avion, réfléchir, voir les bonnes masses, et c'est pas simple avec les avions modernes. Et là, à 3h17, à 320 nœuds, au niveau 300, ils ont un gros bruit, les moteurs se mettent à fluctuer un petit peu, donc ils vont retirer l'automanette, et là, il y a un bruit aérodynamique, donc un bruit de vent si vous le souhaitez. Dans un premier temps, ils pensent que c'est une dépressurisation explosive. Donc ils vont regarder la pressu cabine, ce qui vous permet de savoir la pressurisation au niveau de la cabine, et ils vont voir qu'elle est stable, elle ne monte pas, donc ce n'est pas ça, il n'y a pas de dépressurisation, l'avion est toujours étanche, bien pressurisé. Ils vont voir alors qu'il y a des différences d'informations entre l'écran gauche et l'écran droite qui se nourrissent de sources d'informations différentes au niveau des senseurs et qui vont donner 100 mètres, 300 pieds d'écart. Donc, il y a un souci au niveau de la data, au niveau de la donnée qui va dans les ordinateurs. Problème, sont des avions électroniques qui fonctionnent grâce à ces données. Au bout de 30 secondes, les réacteurs sont stables et ils peuvent remettre l'automanette, ce qui va permettre de réduire forcément la charge de travail pour l'équipage qui va pouvoir se focaliser sur ce qui est vraiment important pour eux. À 3h18, ils vont comparer les vitesses indiquées pour s'assurer qu'il y ait des écarts ou pas, et il n'y a pas d'écart. Mais néanmoins, une source est rejetée par l'ordinateur. Donc l'ordinateur reçoit plein de sources différentes, et s'il y a des informations trop aberrantes, automatiquement, il la met de côté, il n'en tient pas compte. On a alors l'alarme Multiple Air Data Rejected, qui veut dire qu'il y a des sources d'informations, de données, qui ne sont pas prises en compte par l'ordinateur, qui sont jugées non fiables. L'équipage sort alors les aérofreins de manière à se freiner, augmenter la consommation, car ils savent qu'ils vont revenir au terrain et qu'ils vont être trop lourds. À partir de là, il va falloir préparer la machine pour revenir se poser au terrain en toute sécurité, et on va le voir que notre équipage n'est pas au bout de ses peines. Ce qui est compliqué dans l'aviation moderne et dans les Airbus de très haute technologie, c'est que vous avez énormément de capteurs, énormément de senseurs et donc énormément de pannes possibles. L'aéronef s'auto-surveille en permanence et vous avez très rapidement, en cas de panne majeure comme là c'est le cas, une multitude de checklists à sortir et à dérouler. Et le fait qu'il soit 4 dans le cockpit ne va pas leur faire du mal. Comme vous le savez probablement, un des accidents les plus importants qu'il y ait eu sur un Airbus, c'est le 380 qui a décollé d'Asie où il y avait 5 membres d'équipage, ils avaient une explosion d'un moteur. Et le fait qu'ils soient 5 dans le cockpit avait permis de bien se répartir la charge de travail. Là, ils sont 4 et l'objectif, c'est que 1 plus 1 plus 1 plus 1 donne un résultat, une somme des individus qui soit strictement supérieure à 4 et c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Après le fort bruit aérodynamique, ils pensent qu'ils ont perdu une partie du nez de l'avion. Et comme ils savent qu'il y a une opération de maintenance suite à la panne lors du vol aller,
ils se demandent si le technicien a tout simplement bien verrouillé les radômes après l'inspection de maintenance. Leur objectif est donc de se poser le plus rapidement possible. Exit la possibilité de tourner en cramant du pétrole de manière à s'alléger. Il faut normalement être en dessous de 207 tonnes pour poser le 350. À ce moment précis, ils ont 258,2 tonnes. Ils vont se poser car pour eux, la priorité, c'est la sécurité. Vous avez le droit de déroger aux procédures pour raison de sécurité, ils ont bien fait. À 3h40, alors qu'ils sont stables au niveau 150 à 240 nœuds de vitesse R, ils se rendent compte que la vitesse n'est plus stable et qu'elle oscille légèrement. À partir de ce moment-là, ils appellent la procédure NAV Unreliable Airspeed Indication, qui veut dire que votre vitesse n'est pas fiable, et ils se déclarent en Mayday. Le Mayday, ça veut dire que vous estimez que la sauvegarde, que la survie de vos gens à bord, de vos passagers, de vos membres d'équipage peut être engagée. Et quand vous avez un problème dans l'aviation, il vaut mieux faire un Mayday que faire un pan-pan ou juste demander une priorité. Automatiquement, le Mayday vous ouvre les portes et tout le monde va se pousser pour vous donner la priorité. Si vous pensez que vous avez perdu le nez de votre 350, ça n'arrive pas tous les jours, faire un Mayday est la bonne décision. À 3h50 du matin, ils sont en train de passer en revue tout ce qu'on appelle les messages ECAM, tout ce qui arrive sur les écrans, et ils se rendent compte que automatiquement, les commandes de vol de l'avion, qui fluctuent en fonction de la qualité de la data, sont repassées en loi normale. Et pendant tout le vol, en fait, elles vont passer entre des modes dégradés et des modes normales. C'est important de savoir, très important chez Airbus, quel est votre degré d'automatisme et ce que vous donne, surtout en termes de protection, vos commandes de vol. Donc c'est quelque chose à surveiller. 10 minutes plus tard, à 4h du matin, heure internationale, ils sont au niveau 150 et là les vibrations augmentent ainsi que le bruit aérodynamique. Et le pilot flying, qui est donc le copilote en place droite qui a changé depuis le début du vol, se rend compte qu'il y a des vibrations au niveau du panonnier de plus en plus importantes. Et à ce moment-là, c'est logique, ils se disent on doit avoir des dommages encore plus forts et ils pensent peut-être à aller sur Tokyo. Ça serait un peu plus proche. Ils refont donc un T4 deck, c'est quoi la temporalité, les faits, les options, les risques, décision, exécution, contrôle, et ils décident de continuer vers le terrain d'Osaka. Mais ils se disent alors qu'ils sont au niveau 150, s'il y a pas mal de vibrations, quand ils vont descendre vers les basses couches, quand ils vont réduire, quand ils vont vouloir configurer l'avion, ça va être pire. Donc ils anticipent tout ça en se disant il faudra qu'on se configure le plus tôt possible de manière à optimiser notre stabilité, notre vitesse, ne pas prendre de risques à basse altitude où on aurait moins le temps de pouvoir récupérer l'avion. 17 minutes plus tard, il est 4h17, ils sont à 12 000 pieds QNH, 230 nœuds et ils préparent le briefing arrivé. Ils savent qu'ils vont être à plus de 250 tonnes, que la vitesse n'est pas bonne, donc ils vont dans la checklist overweight landing. Ils expliquent aux contrôleurs qu'ils veulent une vent arrière assez loin pour la piste 24 de manière à s'acheter du temps et à ne pas se précipiter. À 5h du matin, ils sont stables à 6000 pieds, 224 nœuds et ils commencent à configurer l'avion en sortant les becs de bord d'attaque. Ils diminuent alors la vitesse à 200 nœuds, tout va bien. Et là, 5h02, les commandes de vol passent en loi alternate. On n'est plus dans la loi normale, la loi alternate pendant 1 minute 45 avant de rechanger. Donc vous voyez, il y a ces modifications des commandes de vol. Concrètement, ça change un petit peu votre enveloppe, ça change un petit peu ce que les commandes vous donnent et c'est quelque chose qu'il faut surveiller de manière à ne pas sortir du domaine, tout simplement. À 203 nœuds, les volets sortent et là, ils se rendent compte qu'il y a une chute brutale de la vitesse et des écarts entre les deux écrans, entre les deux sources d'information. Du coup, ils vont passer Air Data, donc les données d'information Air, sur un mode spécial. Ils vont déconnecter la manette des gaz et les automatismes de manière à passer en pilotage manuel jusqu'à l'atterrissage. Donc exit toutes les aides, la donnée est trop corrompue, n'est pas assez fiable, on passe à l'ancienne et c'est pour ça, messieurs, dames, que le pilotage de base a encore de grandes heures devant soi, même dans un avion extrêmement automatisé. Et vous n'avez pas meilleure formation que celle qu'ont eu ces 3 pilotes de chasse pour le pilotage aux fesses, le pilotage à l'ancienne. Là, ils vont utiliser le CRM, le Crew Resource Management. Le commandant de bord gère la radio, gère le moyen long terme. Le copilote, il pilote au travers du HUD, il regarde à travers son visualisateur tête haute. Et l'OPLC, qui lui est en arrière sur le siège instructeur, il va contrôler la cohérence des affichages avec le tableau assiette poussée disponible dans leur tablette avec toutes les informations d'Airbus. Problème ? Eh bien oui, il y a toujours un problème. La table qu'il doit utiliser pour confirmer que l'assiette poussée est la bonne, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ils ne peuvent plus utiliser la vitesse. Donc, ils vont devoir utiliser un pré-réglage au niveau du réacteur et au niveau de l'attitude de l'avion pour avoir une idée de la vitesse. Je m'explique.
Si je mets 80% de puissance et 5 degrés néo, à une certaine masse, ça me donne une certaine vitesse en vol rectiligne horizontal. Ça me donne une certaine vitesse à 500 pieds vario. Il y a donc au fin fond des iPads des tableaux qui vous permettent de savoir tout ça. Problème, ces tableaux s'arrêtent à 210 tonnes, la masse maximum à l'atterrissage. Et ils sont à 248 tonnes prévues pour l'atterrissage. Ils vont donc faire ce qui est normalement absolument interdit, extrapoler les valeurs de la courbe. Pourquoi ils vont le faire? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'Airbus a dit copie-kill, comme on dit dans la chasse, et a compris qu'ils avaient fait une erreur? Absolument. Si vous volez demain en 350, ils disposent des tables pour du 248 tonnes désormais. Donc de manière à ce que vous compreniez bien, ils vont devoir atterrir sans pouvoir faire confiance à la vitesse de l'aéronef et ils arrivent à 250 tonnes. Vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup moins d'automatisme, beaucoup moins de protection et qu'ils pilotent ça comme un Blériot de l'avant-guerre. Et je parle de la première. Ils poursuivent la descente vers 5000 pieds. À 5h06, il semblerait que la situation redevient plus stable. Le pilote en fonction, donc le copilote, continue de piloter avec le head-up display. Le pilot monitoring, le commandant de bord, surveille les valeurs du régime, les valeurs du moteur. Car, et oui, l'aviation moderne c'est plein de car, si vous n'avez pas un N1 qui est au moins de 40%, la backup speed n'est pas bon. Ouais, là ça commence à être compliqué. Donc pour faire simple, ils sont sur backup speed pour quand même avoir une vitesse en backup, même s'ils utilisent la BAC pour s'assurer qu'ils ne font pas de bêtises. Mais si tu réduis le moteur à moins de 40%, ton backup speed n'est plus bon. Et oui, c'est un métier. Pour faire très simple, ils sont en situation dégradée, ont conscience des talons d'Achille de l'informatique et font tout pour rester du bon côté de la force. Ils continuent leur descente en vent arrière, ils sont donc parallèles à la piste dans le sens opposé. Ils descendent vers 4000 pieds, continuent de configurer l'avion, font leur descente, virent à droite, sortent le train d'atterrissage à 2000 pieds, viennent intercepter le localizer et le glide qui donnent le guidage en 2D dans le plan horizontal et dans le plan vertical pour la piste 24 droite, puis ensuite ils se configurent pour l'atterrissage. À 5h24, ils se posent. Ils ont décollé il y a environ 3 heures et ils ont dû suer un petit peu. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Quand on regarde la trajectoire, on voit qu'on avait initialement le départ de manière tout à fait normale et qu'après décision de demi-tour, ça prend un petit peu de temps, le temps de coordonner. Vous avez donc ce retour, ce début de descente, cette longue volte arrière, puis ce retour pour se poser en toute sécurité. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le radome est plus qu'endommagé et forcément à cause de l'impact sur la forme du radome, le flux aérodynamique au niveau des senseurs qui sont juste à la limite est forcément impacté. Pour la petite histoire, le commandant de bord est un ancien du Mirage 2000, un de ses copilotes, 55 ans, a plus de 1200 heures sur 350, a volé sur 2000 et cassé 135 dans l'armée. Son autre copilote a également fait du Mirage 2000. Alors pour rappel, j'insiste, parce que le Mirage 2000, c'est également des commandes de vol électrique et vous pouvez également avoir ces problèmes au niveau de la qualité de la donnée. Et notre dernier copilote, eh bien, c'est un Belge qui a notamment été instructeur chez Ryanair sur 737. Pourquoi je le précise? Eh bien, parce que Ryanair, comme EasyJet, sont des entreprises où c'est extrêmement carré et où la procédure est la procédure, ce qui est une très bonne école aéronautique. Pour ce qui est de notre 350, il est prévu et il est autorisé de se poser au-dessus de la masse maximum. Vous avez une procédure pour ça, même si ça doit être exceptionnel. Maintenant, si on regarde la figure numéro 9, vous voyez un petit peu comment est-ce que le commandant de bord et le copilote ont leurs informations en temps réel. Il y a différentes sources, des sources statiques que vous voyez quand vous montez dans l'avion, des sources dynamiques et chacune est reliée à certains instruments de manière à assurer le plus de redondance possible. À partir du moment où le flux d'air est gêné par le radome, forcément, ça vient perturber les filets d'air et ça vient vous donner des informations qui ne sont pas cohérentes d'un côté et de l'autre, d'où les écarts dans certaines phases de vol. Vous avez néanmoins des systèmes secours qui sont utilisés et en fait, le système informatique va essayer de regarder quelles informations sont cohérentes entre elles, quelles informations ne sont pas cohérentes et les mettre de côté. Comme on peut le voir dans le tableau numéro 1, vous avez des réflexions qui ont eu lieu sur les différentes sources, sur quoi va s'afficher à quel moment et sur les lois de commande de vol, comment elles vont être impactées. Si par exemple, au niveau des sources, vous n'avez aucune source normale qui fonctionne, vous n'avez que le backup, vous allez vous retrouver en backup speed et vous êtes alors en loi de commande de vol directe. Pour faire simple, il n'y a quasi aucun ordinateur qui vient changer vos consignes aux commandes de vol. Mais encore une fois, ça passe par du signal électrique et de l'informatique. Ce n'est pas comme sur un DR400 où vous avez directement accès aux commandes. Le rapport du BEA vient insister également sur les Golden Rules, les règles d'or d'Airbus, qui sont quand on doit piloter l'avion, naviguer
et ensuite communiquer, toujours dans cet ordre-là. Qu'en 2, on doit toujours utiliser le niveau approprié d'automatisation. C'est pour ça que par moment, il retire la manette des gaz et par moment, il retire le pilote automatique. Il faut comprendre en gros ce qui se passe dans votre avion et surtout qu'il faut agir si les choses ne se passent pas comme prévu. La passivité tue dans un cockpit. On aime bien dire qu'une mauvaise décision est mieux qu'une absence de décision. Attention, attendre est une décision et parfois la décision la plus dure à prendre. Si vous avez envie de vous faire très très mal, on vous met le lien en dessous avec tous les détails du 350. Et pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que vous allez vous rendre compte de l'hyper-complexité de ces machines et du coup de la formation à très haut niveau des pilotes pour pouvoir bien gérer cette machine, non pas quand tout va bien et où ça se passe de manière assez automatique, mais justement quand cela se passe mal et réussir à comprendre quel niveau est impacté, quelle situation est désormais laissée à la charge du pilote. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que forcément, il y a eu une autopsie, si vous voulez, sur le radome. Et ils ont regardé aux ultraviolets, ils ont détecté qu'il y avait des traces organiques. Donc il y avait une collision aviaire, qu'il y avait eu un choc aviaire en haut à gauche au niveau du radome. Et grâce à l'ADN, ils se sont rendus compte que c'était probablement un faucon, mais ils n'ont pas su dire à quel moment cet impact avait eu lieu. Et en fait, cet impact a eu un effet sur l'intérieur du radome qui a été abîmé. En déformant un petit peu l'intérieur du radome, eh bien ce dernier s'est mis à frotter avec l'antenne radar qui bouge. Ce qui a amené les pannes précédentes au niveau du radar. D'ailleurs, l'intérieur du radome est par endroits noirci à cause justement de ces frottements mécaniques. Et en faisant des examens, ils se sont rendus compte que la majeure partie de la zone périphérique, de la zone interne, l'intérieur du radome s'est désolarisé dans le sens du nez du radome vers le bord arrière et donc qu'il y a eu un souci au niveau de l'intérieur du radome, son intégrité. Problème, impossible de savoir quand ce choc a eu lieu, mais probablement bien en amont. Pour ce qui est de notre antenne radar, regardez sur la figure 24, elle a pris cher. C'est le résultat entre la face interne du radome et le radar, mais il est impossible pour les enquêteurs de savoir à quel moment c'est arrivé, si c'est arrivé avant ou après l'effondrement du radome. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simulé le décollement de l'intérieur du radome pour essayer de voir ce qui se passait. Ils se sont rendus compte que s'il y avait 380 mm de décollement, eh bien ça allait commencer à toucher. Ça c'est en vol. Au sol, c'est 390 mm. Pourquoi la différence? Parce qu'un avion, ça bouge en l'air, des changements de pression, des changements de vitesse. C'est pour ça qu'il y avait par exemple des joints sur le Concorde, puis vous allez vite, puis il y a des modifications. C'est élastique un avion. Alors forcément, Airbus y a réfléchi en amont. Et si vous voyez un décollement de plus de 250 mm, vous êtes censé le dire, réparer, et l'avion ne part pas en vol. Maintenant, le radome, c'est pas quelque chose qu'on va démonter à chaque vol, vous en doutez bien. Donc vous avez une maintenance zonale programmée, c'est défini dans le manuel, dans le Maintenance Planning Document, qui fait une inspection externe du radome à minima tous les 36 mois et une inspection interne tous les 72 mois. C'est quand même pas tous les jours. Hein. Et les inspections non programmées, elles arrivent sur des événements anormaux, forcément. Et si la collision aviaire avait été détectée, ça aurait amené à ça. Dès que vous avez un phénomène non prévu qui se passe en vol, on le marque dans le carnet de vol et ça peut éventuellement déclencher des opérations de maintenance. Pour faire très simple, vous avez l'ATL, l'Aircraft Technical Log, et si vous avez un degré différent, le pilote fait un rapport, un Pilot Report, un PR, et ça monte sur un autre canot de remontée de rétex en fait. Quand on regarde avec la figure 26 l'accidentologie, l'historique de tout ça, on voit qu'il y avait déjà eu des collisions aviaires. Par exemple, le 3 juillet 2022, ça a tapé au niveau du pare-brise droit. Qu'à la fin du mois, que ça avait tapé niveau copilote. Que 3 mois après, il pensait avoir tapé un oiseau du côté du moteur. Qu'un mois après, fin novembre 2022, que ça a encore tapé au niveau des vitres. Bref, vous avez quand même 5 collisions ou suspections de collision qui ont été reportées. Et après, vous commencez à avoir des pannes au niveau du radar. Un mois après la dernière collision aviaire, le 25 mai 2023, et là pendant plusieurs vols de suite jusqu'à l'effondrement du radome. Ce qu'il faut noter, rassurez-vous, c'est que s'il y a un choc aviaire, quelle que soit la localisation sur l'avion, il y a forcément une inspection externe et interne du radome. Il faut une plateforme ajustable de 6 mètres de haut, donc il faut quand même du matériel pour pouvoir le faire, et vous allez donc regarder l'externe et ensuite, phase 2, l'intérieur du radome. Forcément, après cet événement, Air France a décidé de faire inspecter tous les radomes de ces 350. Des dommages ont été constatés sur 3 radomes qui ont été envoyés à Airbus Nantes pour des examens complémentaires. Et sur ces 3 radomes envoyés,
1 présentait des dommages hors tolérance, apparemment à cause d'impact de grêle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu des cas un peu similaires, par exemple le 10 juin 2022 avec un 350 de China Eastern, mais c'était beaucoup moins important que sur l'avion d'Air France. A noter également que c'est déjà arrivé par exemple sur 747, le BEA nous parle d'un cas le 19 mai 1996 et que Boeing avait reçu un total de 245 rapports d'opérateurs concernant le décollement de ces panneaux. Donc c'est un problème qu'il faut connaître, pour lequel il faut être préparé. Et s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que l'équipage a excellemment réagi. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Toujours, forcément, et je vous invite à lire les 77 pages du rapport, vous verrez qu'il y a certains points améliorables, forcément. Mais allons en page 64, regardez les conclusions de l'enquête. Les dommages constatés sur le radome sont très probablement la conséquence d'un choc aviaire. Cet impact a très probablement généré un décollement de la peau interne qui s'est propagé radialement vers l'arrière du radome jusqu'à mener à son effondrement complet. Ça, on en a parlé, on ne sait pas quand ça a pu taper. Un mois avant le vol de l'incident, l'avion avait subi une collision aviaire. La tâche de maintenance déclenchée par cette collision n'avait pas identifié d'endommagement et l'avion avait été remis en service. On dit dans l'armée NSTR, Nothing Significant to Report. 3 jours avant le vol de l'incident, la survenue répétitive de panne du radar météo indique la présence d'un décollement de la paroi interne du radome déjà suffisamment important pour empêcher le mouvement de l'antenne et donc générer ces pannes. Là maintenant, grâce à ce compte-rendu, tout le monde aura le réflexe de se dire si j'ai un problème de radar, c'est peut-être que j'ai un problème de décollement à l'intérieur du radome, il me faut une nacelle de 6 mètres et envoyer les mécanos regarder. Lors de la réalisation des tâches de maintenance déclenchées par ces pannes de radar, ils n'avaient pas identifié l'endommagement de la surface interne et donc l'avion avait été remis en service. D'où l'importance du partage du rétex. Ce qui veut donc dire pour le BEA que les inspections visuelles de la face interne du radome n'ont pas été réalisées de manière adéquate et ou que la tâche de maintenance requise, panne du radar, n'était pas adaptée. Les techniciens qui sont intervenus avaient la bonne qualification, la B1 et la qualification de type. Lors de l'incident, l'effondrement du radome a généré de nombreux messages ECAM, donc qui apparaissent sur les écrans, et des passages temporaires en loi alternate, et de nombreuses variations des vitesses affichées. On en a parlé. Le système de sélection automatique des données air et inertielles, le NIADS, qui équipe l'Airbus A350, a permis de maintenir disponibles des protections d'enveloppe de vol et les automatismes autopilot, flight director, auto-throttle pendant toute la durée du vol. Donc ça, c'est un point intéressant. Comparé à la génération d'avions précédents, comparé à même un Mirage 2000, même quand vous vous retrouvez avec des situations très dégradées comme c'était le cas là, ce que le rapport nous apprend, moi je ne suis pas qualifié sur 350, eh bien c'est que vous conservez quand même des protections qui vont permettre à l'équipage de préserver le domaine de vol et de ne pas sortir du domaine de vol. On est donc sur une nouvelle technologie qui avait anticipé ce type de problème et qui a fonctionné. Néanmoins, l'équipage n'avait pas une connaissance approfondie du fonctionnement du système NIADS. Surpris par les variations de vitesse affichées lors de la sortie de Conf 1 en approche, ils ont décidé de désactiver tous les automatismes jusqu'à l'atterrissage alors qu'ils étaient toujours opérationnels. Point super intéressant. Genre du 737 MAX, rappelez-vous le MCAS, qu'est-ce que ça vient nous faire toucher du doigt? Ça vient nous faire toucher du doigt que nous sommes face à des avions extrêmement compliqués, tellement compliqués que les 4 membres d'équipage n'ont pas une parfaite compréhension de tout ce qui se passe d'un point de vue informatique. Alors c'est pas gênant, back to basics, ils sont revenus aux bases, ils ont piloté l'avion en toute sécurité, ils se sont posés. Mais ce que le rapport nous apprend, c'est que bien que tout se soit extrêmement bien passé, et qu'on ait eu du bon sens paysan, comme on adore dans l'aviation, dans le cockpit, il peut y avoir un petit peu mieux en termes de gestion de la panne, en comprenant mieux ces systèmes spécifiques au 350, sachant que la plupart des pilotes avant avaient fait du 330 et que le passage 330-350, en termes de formation, n'est pas forcément de la même profondeur qu'une QT 350 direct où on va un peu plus tout vous expliquer. Pourquoi je vous dis ça? Quand il y avait des 737 dans votre compagnie et que vous passiez sur MAX, la formation ne durait pas le même temps que si vous achetiez des MAX directement pour des équipages qui venaient du 320. Alors vous l'avez vu, rien de dangereux, c'est normal, on est sur des avions extrêmement complexes, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, avec la sortie de ce rapport, c'est excellent pour que toutes les personnes qui volent sur 350 s'interrogent en détail sur ce cas extrêmement précis qui arrive une fois tous les X millions de vols et qui peut du coup impacter un jour un autre équipage. Maintenant, au niveau des facteurs contributifs, on nous dit clairement qu'une conscience et une formation probablement insuffisante des techniciens de maintenance
pour des risques générés par la collision aviaire, grêle, foudre, peut avoir un impact sur du composite, eh bien on s'améliore, le 350 c'est nouveau, on fait progresser les procédures sans mort d'homme. Et derrière, ils insistent donc sur ce point de connaissance du 350 et ils viennent appuyer sur la formation théorique ou pratique qui pourrait être améliorée de manière à mieux sensibiliser les équipages dans le futur à ce type de panne. Comme vous le savez, Airbus a mis à jour ses fiches de maintenance, Airbus a mis à jour ses procédures et surtout ses communications et la fameuse Unreliable Airspeed Indication. De son côté, Air France a également pris des mesures après l'événement. Ce qu'on peut dire en définitive sur cet accident, et on finit l'année bien au frais dans l'eau, eh bien c'est que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et même si ça ressort dans le rapport, l'équipage aurait pu avoir des connaissances peut-être un petit peu plus précises sur le 350, ce que l'équipage a eu, et ça je crois foncièrement que c'est une des énormes plus-values de la formation militaire, c'est ce fameux bon sens paysan dont on m'a énormément parlé pendant ma formation dans la marine, qui est de comprendre que quand vous êtes aux commandes d'un avion, même d'un 350, même d'un avion ultra technique, au final, vous pilotez un plus lourd que l'air. Votre objectif, c'est la sécu, le timing, l'expérience client. Et la sécu, c'est tout le monde à bord doit survivre. On tue personne au sol, on prend des décisions, on va dans la bonne direction. Et même si on n'optimise pas toutes les procédures à 100%, c'est pas grave. On va pouvoir apprendre derrière. C'est le rôle du BEA de tirer tout le monde vers le haut. Mais ce qu'il faut, et c'est la base, c'est back to basics. On a la bonne attitude, on pointe le nez dans la bonne direction, vitesse à ne pas confondre avec précipitation, on travaille efficacement en équipe et surtout, no fast hands in the cockpit, on ne va pas trop vite avec ses doigts, on réfléchit avant de toucher aux automatismes et en cas de doute, il n'y a pas de doute, il vaut mieux retirer des automatismes qu'en garder sans être sûr de la protection. Alors ça fera peut-être pas forcément plaisir à tous les ingénieurs, mais d'un point de vue pilote, il vaut mieux retirer des automatismes et piloter à l'ancienne que des fois confier certaines choses à la machine. C'est d'ailleurs une des grandes différences avec entre la philosophie Airbus et Boeing. Quand j'ai été formé sur 737, en gros, la philosophie du 37, c'est il y a une panne, mais ça sonne et ça te rend les commandes, tu te débrouilles. Au moins, tu sais que tu n'as pas beaucoup d'automatisme. Donc, encore une fois, bravo à l'équipage d'Air France. Je ne sais pas en interne exactement comment ça s'est traité. Ce que on peut dire, je n'étais pas à bord de l'avion, vous étiez peut-être à bord de l'avion, c'est que vous aviez le bon équipage à l'avant, qu'ils ont bien su faire leur métier, back to basics. Ils sont français, formés par l'armée française, vous pouvez être fiers de votre pays et regardez, on termine l'année sur une note positive sur notre compagnie nationale et en plus, un 350 qui marche bien, on peut dire, c'est un peu notre compagnie nationale aussi, Airbus. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes, une très bonne fin d'année. On vous met en dessous le lien vers notre nouveau canal WhatsApp si vous voulez avoir les vidéos qui sortent en exclusivité. En plus tôt, on vous envoie les liens juste avant de les sortir. Comme ça, vous loupez aucune sortie intéressante et s'il y a des communications spéciales, en plus, on vous le dira, mais promis, pas de spam. De notre côté, on va travailler sur les comptes rendus d'accidents et pas mal d'opérations aériennes pour le début d'année prochaine. Et ensuite, moi je vais passer un petit peu en mode moine soldat, c'est une expression à la mode je crois, mais plutôt moine écrivain et je vous prépare un nouveau livre sur le rôle de l'équipier et sur le travail en équipe dans l'aviation de combat, mais également un petit peu dans l'aviation ligne. Je vous dis à très vite sur la chaîne, merci de nous avoir suivis cette année, excellente fête et fly safe.